Exactement, merci. Hop. Ok, ça passe. Ouais. Donc, merci pour la présentation. Donc, je vais essayer un peu de rentrer plus dans les détails de tout ce qui est valorisation, gasification, biomasse. Donc, j'ai préparé cette présentation avec Sylvain Salvador, qui devait le faire, mais qui n'a pas pu venir, et avec Patricia Arlavos. Et je vais, dans un premier temps, vous présenter globalement qu'est-ce que c'est la valorisation thermique des vecteurs énergétiques. Et puis, plus tard, je rentrerai un peu plus en détail sur les actions qui sont actuellement en cours au niveau de l'école. Une partie, pas toute. Donc, bien sûr, vous savez, la ressource, la bioressource, qui peut être de façon très diverse. Donc, vous savez, les voies chimiques, biochimiques, dont je n'ai pas parlé, je ne suis pas compétent, et les voies thermochimiques, qui sont à différents degrés de maturité. Donc, je vais m'attarder essentiellement sur la gasification. Donc, vous avez les voies sèches, les voies humides. Donc, la voie humide est la conversion hydrothermale. Donc, nous avons une action au niveau recherche. On met la biomasse sous haute pression, haute température, et on a une décomposition très rapide de la biomasse allant à état d'oxydation maximale. Donc, on va essentiellement orienter ça vers la production soit des molécules, valorisation de matière, soit de l'hydrogène essentiellement. Donc, ensuite, vous savez, des différentes technologies, donc la pyrolyse, la gasification, sont généralement ensemble. Parfois, on peut s'arrêter à la pyrolyse tout simplement pour produire du char et des biohuiles qui peuvent rentrer dans les process de raffinage. On parlera plus tard à la suite de quel est le stade de ce type de système. Et puis, bien sûr, de l'hydrogène, du gaz de synthèse pour entrer dans les principaux vecteurs énergétiques qui sont actuellement en cours. Donc, les gaz naturels de synthèse, les diesels à partir des Fischer-Tropsch. Et bien sûr, quelque chose qui est connu depuis longtemps, c'est la cogénération, qu'il soit par combustion, qu'il soit à partir des gaz de synthèse ou gaz pauvres. Donc actuellement, où est-ce qu'on est, ça, c'est un état de maturité différentes technologies qui était à 2009. Donc vous voyez qu'il y avait les procédés plutôt biochimiques pour la production des vecteurs énergétiques étaient à l'état recherche. Là, ils sont bien évolués vers les démonstrateurs. Même, il y a des démonstrateurs assez importants qui sont dans les procédés de bioraffinage. Il y a la technologie des pyrolyses et bio-huile qui, en Europe, est encore présente, mais aux États-Unis a été directement arrêtée depuis l'apparition du gaz de schiste. Il y a la gasification qui était à l'état de démonstration en 2009, en 2012 actuellement, 2013, et vraiment commence à avoir vraiment des applications industrielles pour autant la production des gaz de synthèse. Pour la filière BTL, biomasse to liquide, pour le carburant liquide, ce n'est pas encore le cas. Donc, maintenant, j'essaie de me centrer sur les contraintes, comme il a dit Ange. La première contrainte, en fait, c'est la ressource. Donc, on essaie de remplacer le pétrole pour produire ce type de vecteur énergétique. Et comme vous regardez, comme vous discutez avec les gens, ils disent, bon, le pétrole, entre 3 et 7%, les chiffres sont très disparates, va vers la pétrochimie. Donc là, il y a les gens qui font la décomposition des lignines, cellulose, hémicellulose pour produire différents aromatiques dans le cas de la lignine et autres choses. Ils se sentent assez tranquilles. Nous, à côté énergétique, c'est plus difficile, c'est plus contraignant parce qu'il y a des gens qui disent, bon, est-ce que vous êtes capable de remplacer tout le pétrole? Je ne pense pas qu'il soit possible. Parce que quand vous regardez, vous entendez des chiffres, que la croissance des différentes biomasses qu'il y a dans le monde et globalement que la disponibilité de cette croissance, c'est même pas 10%. Bon, c'est global. Donc en Europe, c'est plus élevé que si on va vers des espaces beaucoup moins accessibles dans lesquels il y a des populations locales qui, bien sûr, ne peuvent pas être pillées. Donc, en Europe, c'est un peu plus important. Donc, les solutions qui ont été proposées jusqu'à maintenant du point de vue de la ressource, c'est essayer de récupérer des terres qui ont une capacité de culture qui est de faible productivité.
des chiffres qui s'avancent, c'est de quelques pourcents par grand-chose de plus d'augmentation de la productivité. Des terres qui ont été abandonnées à la culture, ça c'est très courant en Europe, donc ça on peut les appliquer à des cultures énergétiques. Et les déchets. Donc l'ADEME a fait en revue pour une feuille de route en 2011 qui a été actualisée en 2012-2013. Donc la projection en 2011 était sur 2020. Et ils sont à peu près dressés que les potentiels supplémentaires par rapport sans entamer les filières qui sont actuellement en cours. Et donc si vous voyez, les produits forestiers, c'est très variable, ça va de simple à double. Les résidus agricoles, c'est assez fin. Les gens qui ont idole, ces gens-là, ils ont une connaissance assez précise de quels sont les résidus qui restent dans l'agriculture qui peuvent être utilisés. Et puis ensuite, tout ce qui est déchets organiques, farine animale, ça c'est des déchets faciles à traiter. Donc les déchets de l'industrie agroalimentaire, moi j'ai pensé que c'était plus important, c'est simplement 0,4 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Donc si vous faites la somme, vous sautez autour des 20. Et puis la feuille de route de l'ADEME conclut que ça c'est envisageable, presque en captant tout ça, on arrive à les objectifs du Grenelle. Donc, mais en tout cas, c'est une source qui est disperse. Et donc, tout ce qui est agronomie, etc. Et donc, il y a une source qui est relativement concentrée, qui sont les déchets qui posent problème. Pas des déchets, tout simplement, la tomate qui est restée non utilisée, etc. Ça, y a pas. Mais dès qu'il y a une possible pollution, c'est des ressources qui sont concentrées, qui sont bien sûr assujetties à une autorisation de la part de l'ADREAL et de la préfecture, mais qui peuvent être traités sur place pour avoir un apport énergétique à l'industrie. Et donc ça, c'est un gisement qui est très mal connu et qui peut être une filière importante pour le futur. À cet stade-là, ce n'est pas facile, mais dans une futur, avec les travaux qu'Ange a énoncés sur tout ce qui est traitement des gaz, amélioration de cette technologie, ça peut être un gisement important. Donc, si on parle uniquement de la biomasse essentiellement forestière, qui c'est sur ce qu'on a basé essentiellement jusqu'à maintenant la plupart des travaux. Bon, bien sûr, c'est une ressource disperse. Donc, quand vous tâtonnez sur une usine de production de 20 MW, vous parlez d'un rayon entre 100 et 300 km autour, ce qui est non négligeable en coût de transport, en coût de mise à disposition de la biomasse, est vraiment pas facile. Son transport est difficile parce que c'est une faible densité en vrac. Généralement, c'est humide. Donc ça, c'est une grande discussion aussi. Est-ce que c'est intéressant de laisser sécher naturellement en bord de route? Ça implique un stockage d'un an. Et donc, on récupère quelque chose qui a une 20% d'humidité, ou il faut faire un transport vers une plateforme de façon localisée ou simplement de façon intensive sur site. C'est de toute manière, c'est comme a dit Ange, c'est une question d'une vision globale, économique et technique, mais globale. On ne peut pas étudier cas par cas. C'est le processus global qui doit être étendu. Un autre point faible de la biomasse, c'est qu'il contient beaucoup d'oxygène, et c'est ça qui a arrêté un peu tout ce qui est pyrolyse pour produire des biohuiles, parce qu'ensuite, ça les rend très instables, et donc il faut consommer beaucoup d'hydrogène pour la production de ce type pour pouvoir l'intégrer dans une procédure de raffinage conventionnel. Donc, essentiellement, quand on se pose la question quel usage on peut faire, il faut voir d'abord quels sont nos besoins, quelle est la ressource qui est à disposition autour, et quelles sont les technologies adaptées, bien sûr. Donc, en fonction de la position qu'on prend, est-ce qu'il faut faire des traitements intensifs sur place, centralisés, ou est-ce qu'il faut faire de façon locale? Est-ce qu'il faut sécher naturellement? Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'énergie pour traiter de façon locale? Après, c'est des coûts, finalement. Donc, à l'école des mines, on se pose pas mal de questions autour de ces problèmes. Et donc, on a des compétences, comme dit Ange, en séchage.
on est en train de démarrer des activités en torréfaction. Donc, le but de la torréfaction, c'est de densifier l'énergie. Donc, il y a des avantages. Donc, la première chose, c'est qu'on va casser la structure de la lignine et de la cellulose, ce qui va réduire énormément l'énergie de broyage. Certaines technologies ont besoin de réduire la taille des particules énormément, et donc, ça a un coût énergétique de broyage très fort. Donc, si vous voyez dans la figure présentée ici, dès que ça c'est la biomasse normalement, l'énergie nécessaire au broyage, et dès que vous appliquez une torréfaction plus ou moins poussée, l'énergie nécessaire au broyage diminue énormément. L'autre avantage, c'est qu'on va transformer en fait la biomasse en quelque chose qui est proche d'un charbon. Pas un charbon super bon, mais un charbon assez intéressant. Donc, qui peut être injecté directement dans des chaudières à charbon. On élimine l'oxygène, donc on les rend moins stables. Et on augmente les PCI parce qu'en éliminant l'oxygène, le rapport carbone-hydrogène est plus fort. Donc, un de mes collègues, Jean-Louis, qui est dans la salle, et Patricia, il travaille sur un four tournant, qui est celle-ci que vous savez ici dans l'image. Et il essaie d'étudier comment est-ce que ça déroule le procédé, en fonction de quelles conditions, les phénomènes de réaction, mais également, surtout, les phénomènes de transfert des chaleurs des matières, comment est-ce qu'ils s'influencent, comment est-ce qu'on peut améliorer le procédé. Donc, maintenant, je vais me centrer sur la gasification. C'est là où je suis un peu plus à l'aise, parce que c'est mon domaine de recherche. Donc, j'ai fait un petit brief pour la plupart de vous, vous connaissez. Donc, la gasification, c'est un processus endothermique qui généralement consomme 20% de l'énergie qui est stockée dans la biomasse, qu'on va coupler pyrolyse et gasification. Donc, vous savez bien que la pyrolyse est nécessaire. La première étape, c'est une décomposition simplement thermique, qui va craquer la biomasse, les différents composants de la biomasse en goudron. Donc, pour la blague, quand on vend un four à pyrolyse, ce n'est pas du tout de la pyrolyse, c'est l'oxydation. Parce que si ils vous vendent ça pour nettoyer les fours. Et la pyrolyse, en fait, il produit du char qui est noir. Donc, si vous mettez la pyrolyse, vous trouvez votre four complètement noir, je ne pense pas que vous serez content. Donc, c'est essentiellement pour vous dire finalement qu'est-ce qu'on obtient de la pyrolyse. C'est des goudrons sous forme vapeur qui sont ensuite craqués en phase homogène, en forme vapeur, et du char, qui c'est un support essentiellement du carbone, qui est en contact avec de la vapeur d'eau ou du CO2, va produire un mélange monoxyde de carbone et hydrogène, et puis descendre. Donc la fraction inorganique de la biomasse. Donc, une fois qu'on a, à part du CO et de l'hydrogène, bien sûr, on a pas mal de méthane, donc à l'ordre de 2-3% en fonction des procédés, des goudrons, de la vapeur d'eau, du CO2, de l'azote, généralement. Donc, actuellement, dans cette technologie, il y a, au-delà des plasmas, dont je n'ai pas parlé, il y a grosso modo 4 technologies qui sont en pointe et qui est bien s'adapter à votre gisement. Ou le gisement doit s'adapter à la technologie en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il y a les lits à cocourant dans lesquels on introduit la biomasse par en haut. Il y a une étape d'oxydation qui se déroule à peu près à moitié et qui nous découpe les réacteurs en deux parties. Une partie dans laquelle on fait la pyrolyse et bien sûr les séchages si ça n'a pas été fait au préalable. Et une partie après oxydation qui vient mettre en condition de gasification. Donc, la pyrolyse, c'est en condition anaérobique, donc sans oxygène, donc non oxydante. Et la gasification, bien profiter du CO2 et la vapeur d'eau produite par la combustion pour être en condition réductrice et transformer ces chars en monoxyde de carbone et hydrogène. Les cendres et les gaz sont récupérés en dessous. Donc, c'est une technologie qui va jusqu'à quelques mégawatts, de l'ordre de 1, 10,
peut-être jusqu'à 10, un peu plus grand que ce que j'ai marqué dans la figure. Ça, c'est une technologie qui existe commercialement. Les lits fixes à contre-courant étaient un peu abandonnés. Donc il y a une introduction, c'est le même système, mais il y a une introduction de l'air en bas, donc les étapes d'oxydation et gasification sont inversées. Et pour pardon, des productions de vecteurs énergétiques plus orientés gaz naturel de synthèse ou filière BTL, on est plutôt dans les technologies de lits fluidisés, soit bouillonnants, soit circulants. Ça, c'est un lit fluidisé circulant. C'est l'exemple typique qu'on met, sur lequel nous, on travaille un peu, parce que c'est l'exemple des Gussing en Autriche, une des premières unités de démonstration. Et pour la filière plutôt BTL, on est en réacteur à flux alterné. Donc, c'est un réacteur qui travaille à 1400 degrés, donc il est nécessaire d'avoir une forte productivité pour pouvoir avoir des ordres de coûts. Donc, en termes de recherche, nous sommes impliqués dans les projets Gaia. C'est un des projets démonstrateurs qui sont actuellement en cours en France. C'est un projet qui est porté par GDF et puis qui intègre 10 autres partenaires et financé par l'ADEME sur les fonds projet FUI. Donc, le but, dans un premier temps, c'est d'avoir une étape de recherche de 7 ans et puis construire une unité de démonstration. Et ensuite, il rentre dans la partie extrapolation. Donc, l'unité de démonstration, c'est autour des 2 MW. Donc, si vous regardez les processus, les procédés du système, il y a une partie entrée de biomasse avec séchage et pas séchage. C'est à discuter, on est en train de discuter ça. Une étape de gasification en lit fluidisé circulant. Donc, la gasification, c'est dans 5 parties. Donc, ensuite, une partie du char part au racer qui va faire une combustion qui ramène l'énergie nécessaire à la gasification et à la pyrolyse. C'est les 2 réacteurs enchaînés, c'est les réacteurs au lit fluidisé que je vous ai montré précédemment. Et donc, les syngas qui sort ici, il est bien sûr purifié, il y a une partie de purification. Et il passe à l'étape de méthanation. Donc, l'approche du Gaz de France, c'est d'essayer de développer eux-mêmes la partie méthanation, contrairement à une approche qui est actuellement à Göteborg. Donc, ils sont en train de monter une usine de 20 MW qui, à terme 2020 et quelques, devait être étendue à 200 MW, suffisant pour rendre la ville de Göteborg indépendante en gaz naturel. Donc, et ils ont pris les procédés Repotec, ça c'est les procédés Repotec en lit fluidisé pour la gasification, et ils sont contractualisés pour les procédés de méthanation, que c'est un lit fixe, 3 lits fixes séparés, parce que la réaction de méthanation, c'est une réaction fortement exothermique et qui est limitée par l'équilibre thermodynamique. Donc, on est obligé, en fait, de faire réaction, refroidissement, réaction, refroidissement, pour être capable de déplacer l'équilibre thermodynamique et arriver à conversion totale. Donc, dans Gaia, c'est un projet très complet qui part de la biomasse, donc sa adaptation, son accessibilité, la gasification, ensuite, dans tout ce qu'on essaie de générer un modèle reproductible, la partie méthanation et l'analyse globale de la technologie. Je vais passer rapidement sur les projets RCO2 parce que vous avez un poster qui est dans les exposés. Donc, on essaie de travailler sur la même technologie, mais essayer de voir quel est l'intérêt d'utiliser les recyclages du CO2 dans les systèmes. Donc, nous travaillons essentiellement sur la gasification. Donc, on a étudié l'influence de l'atmosphère dans la pyrolyse et la gasification. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on arrive bien à consommer les CO2 qu'on introduit comme gaz de l'atmosphère. Donc, on arrive à, par mol de biomasse, on arrive à obtenir 1, 2, 1, 3 moles de gaz de synthèse. L'intérêt de cette technologie-là, c'est en fait, ça c'est les procédés globaux. Donc, vous savez, le séchage, gasification, lavage, méthanation, et ça c'est l'upgrading du gaz pour pouvoir être injecté
en conditions normales. Et donc, vous voyez qu'il y a une séparation d'hydrogène déjà qui s'est injectée là. Bon, cette quantité d'hydrogène n'est pas suffisante pour consommer toutes les CO qu'il y a. Et donc, on se pose la question si, et on n'est pas les seuls en Europe à se poser cette question, est-ce qu'il y a intérêt à mettre un hydrolyseur là pour essayer de consommer l'électricité qui est produite en pic et donc est stockée sur une forme de vecteur énergétique qui n'est pas l'électricité, donc qui est facile à stocker. Donc, dans ces cas-là, gaz de synthèse ou gaz naturel, dans les périodes de pic d'électricité. Donc, c'est une sorte de stockage énergétique. C'est une question finalement d'évaluation économique. Hein. Donc, il y a EDF et le CEA qui travaillent sur ces domaines-là. Rapidement, pareil, je vous présente la plateforme Valterra parce que je pense que j'ai dépassé déjà mon temps. Donc, vous aurez aussi un poster sur la place. Donc, c'est une plateforme qui est financée dans le cadre du CPER dans lesquelles on a, dans la démarche qui expliquait, hein, j'ai essayé de trouver des solutions de valorisation à certains déchets avec des procédés thermiques. Donc, c'est une plateforme qui est en autorisation. Et donc, on va travailler sur des technologies typiques qu'on a dans les centres. Dernier projet rapidement, j'ai parlé de l'Equipex. C'est l'Equipex également centré, c'est porté par les CEA avec nous et les CIRAD, et c'est centré essentiellement sur la filière Vettel. Donc, ils ont opté pour un réacteur à flux entraîné qui nécessite de forts gisements. Donc, il y a le broyage, torréfaction pour réduire les coûts de broyage et ensuite des gasifications. Et dernière planche, qui je pense qu'il y a Jean-Jacques qui va parler plus, c'est Solstice. Donc, l'autre question, c'est d'essayer de... On a dit qu'on consomme 20% de l'énergie de la biomasse dans la gasification. Donc, l'idée, c'est d'apporter cette 20% d'énergie via l'énergie solaire, faire l'hybridation solaire-biomasse, de façon à augmenter les rendements. Donc, merci pour votre attention. Merci Javier pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Moi, j'aurais une petite question, certainement très naïve. Je conduis une automobile. Je sais que les carburants automobiles sont des produits qui sont relativement très technologiques, avec des compositions extrêmement variables et des produits sortants encore plus variables. Bien. Ces carburants, aujourd'hui, on sait qu'on voudrait les substituer avec de nouveaux carburants issus précisément de la filière biomasse. Donc ces nouveaux entrants, d'après vous, jusqu'à quel degré de substitution pourrait-on aller ? Je ne pense pas qu'au-delà des 20%. Et de toute manière, économiquement, ce n'est pas intéressant actuellement. Dans les cas des gaz de synthèse, je ne parlais pas des générations. Très bien. Bon, je crois qu'il y a encore de larges recherches à développer dans le domaine, histoire d'obtenir nos objectifs pour 2050. Puisque les équations, vous savez, pour 2050, elles sont simples. Hein. C'est d'une part, on multiplie par 2 la consommation énergétique, d'autre part, on doit diviser par 2 notre émission de gaz à effet de serre, et puis au total, je multiplie par 2, je divise par 2, et je dois gagner un facteur 4. C'est les nouvelles... Non, ce n'est pas un postulat, mais ce sont les études qui ont tendance à démontrer qu'on aura une augmentation de notre consommation énergétique si on ne fait rien. Et oui, mondiale. Oui. Ah oui, mondiale. Donc je dis, la nouvelle équation, hein, c'est je multiplie par 2 suivant les projections actuelles. Je voudrais, par des moyens justement et des dispositifs appropriés, diviser par 2 notre émission de gaz à effet de serre. Et puis, au total, on voudrait gagner un facteur 4. Oui ? On pourra en reparler tout à l'heure à la table ronde, hein, mais le problème, c'est qu'on a la division par 2 des émissions mondiales de CO2, c'est tout gaz à effet de serre, c'est pas seulement sur le CO2. Donc si pour l'énergie, on fait que diviser par 2, on est complètement planté parce qu'il y a les émissions de la biomasse, des sols, de l'industrie, de l'agriculture. Donc il faut faire beaucoup plus, on en parlera tout à l'heure. Hein.
Justement, c'était déjà pour réveiller un tout petit peu la salle, parce que je pense effectivement qu'il y a des sujets d'actualité brûlants. Et ce n'est pas de la combustion. Merci infiniment, Javier. On peut l'applaudir. Et